Hello, and welcome to our Tush Talk about effective Bonjour et communication. bienvenue à Parlons des Papotins sur la communication efficace dans les soins. Je suis Chelsea Butler avec Cancer Colorectal Canada et je suis avec Dr. Anita Mehta, une infirmière et psychothérapeute dans la province du Québec. Aujourd'hui, nous allons discuter comment communiquer efficacement aux êtres chers qui ont un cancer en tant que proche aidant. Merci d'être là, Anita. Plaisir, merci de m'avoir. OK, on va commencer avec les questions. Alors, la première question que j'ai, c'est lorsque je parle de communication avec tes proches aidants, ils demandent souvent comment savoir si le style de communication est efficace. Ils demandent si c'est le ton de voix, le langage corporel ou ce qu'ils disent qui rend la communication efficace. Alors, qu'est-ce que la communication efficace et comment est-ce qu'un proche aidant saurait si c'est efficace? En fait, je vais commencer par répondre à la première question qui est sur le ton et le non-verbal. En fait, c'est un fait intéressant que 93% de la communication est en fait non-verbale. Alors seulement 7% des mots qu'on choisit de dire fait partie de la communication efficace. Alors 55%, c'est le langage corporel. Alors le contact visuel, comment on se tient. Et le reste, c'est le ton. Alors pour répondre à la question, lorsque les gens demandent, est-ce que c'est mon langage corporel, mon ton? Absolument. C'est très important de faire attention à ces aspects-là. Et comment savoir si la communication est efficace? Alors, si le message qu'il voulait communiquer est reçu, et ça, je pense que c'est le morceau clé. Et pour évaluer si c'est le cas, l'important, c'est de juste demander qu'est-ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, ou dites-moi ce que vous avez entendu. Ou juste si vous pensez qu'il y a une mauvaise communication, on peut demander j'ai peur que vous ayez mal compris ce que j'ai dit, pouvez-vous me le répéter? Alors pour valider, en fait, la meilleure façon, c'est de demander pour voir si ça a été bien reçu. Oui, ça fait du sens, merci. On a entendu aussi qu'ils sont pas certains quoi dire ou ne pas dire. Avez-vous des conseils sur ça ou des phrases qu'on devrait ou ne devrait pas dire aux gens? Oui, alors les choses qui sont utiles. Souvent, c'est une phrase ouverte, des énoncés qui invitent le patient à en dire plus, donc des choses comme aidez-moi à comprendre au lieu de présumer oh, vous devez être en train de sentir ceci, vous devriez être fâché, ou au lieu de présumer, prendre un pas de recul et de commencer juste de façon très générale. Aidez-moi à comprendre. Ou juste dire comme une observation. J'ai remarqué que tu pleurais quand. Alors, c'est un fait, c'est quelque chose qu'on a vu et ça peut aussi être une bonne façon de commencer la conversation. Si vous voulez indiquer la présence et vous remarquez que le patient veut vraiment s'engager, mais vous n'êtes pas certain, vous pouvez dire des choses comme est-ce qu'on peut prendre un moment ou prenons un moment pour un peu s'inviter dans l'espace du patient, mais donner le droit au patient de donner le choix pour dire oui ou non. Et l'autre morceau clé, c'est il faut se rappeler que les mots, c'est pas la seule méthode de communication. Le toucher communique beaucoup aussi. Alors, des choses qui sont moins utiles maintenant, les choses où on présume qu'on peut vivre ou comprendre l'expérience du patient. Souvent, ça peut être un peu difficile. Dire des choses comme je comprends ou je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être un peu frustrant pour les patients quand ils passent à travers ce qui est en fait une expérience très unique à eux quand quelqu'un nous dit ah, je sais exactement ce que vous ressentez. C'est en fait probablement pas vrai. Des choses qui peuvent un peu ignorer, comme inquiète-toi pas, tout va être correct. Ou juste, tu sais, faut continuer. Ça minimise un peu le stress ou les inquiétudes que les gens ressentent. Puis peut-être que les gens veulent parler de leurs inquiétudes. Et si un membre de la famille le minimise ou l'ignore, ça retire cette opportunité de faire ça. Maintenant, si on regarde spécifiquement aux membres de la famille qui sont proches aidants, il y a une tendance à vouloir reprendre, avec les meilleures intentions bien sûr, mais de en fait donner des soins et donc dire des choses comme je vais en, je vais en prendre soin. Je m'en occupe.
des fois, ça peut être moins utile versus comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux m'en occuper? Au lieu de présumer que le patient veut qu'on prenne la responsabilité parce qu'on veut, euh, on veut s'assurer que les patients maintiennent leur autonomie parce que souvent ils sont très capables. Une autre chose qui est moins utile aussi, c'est pour les membres de la famille qui peut-être ont de la frustration de dire comme depuis le diagnostic, vous dites, vous faites, vous êtes. Ça peut être frustrant, ça. C'est une grosse réponse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait ou ne devrait pas dire quand ça vient à vivre avec quelqu'un qui a un diagnostic. Oui, ça fait du sens, donc approcher les choses d'une place de curiosité au lieu de présomption. Souvent, on parle d'empathie ou de validation avec les proches aidants. Quelle est une chose que les proches aidants peuvent dire ou faire pour montrer de l'empathie ou de la validation? Alors, j'adore cet acronyme EAR, empathie, attention et respect. Alors, ça, c'est trois éléments clés pour une communication efficace et tu as déjà mentionné l'empathie. Alors, le E, c'est l'empathie, c'est de vraiment comprendre ou d'essayer de comprendre ce que le patient ressent ou pense. L'empathie, c'est je ressens avec toi. Et la compassion, c'est je suis ici pour aider. Alors, ça, c'est vraiment un aspect clé quand on essaie de communiquer avec quelqu'un qui a un diagnostic de cancer. Le A, c'est l'attention. Ça veut dire être présent et de faire attention à ce que le patient dit et fait. C'est pas juste écouter, c'est pas juste d'entendre, c'est d'écouter. Donc, on doit être capable d'intérioriser ce que les gens ont dit, être présent dans le moment. Et le R, c'est le respect. Être capable de donner aux patients l'espace de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et leur donne la sécurité de savoir que le message a été entendu. J'adore l'acronyme, c'est magnifique en fait. Et si un proche aidant ne sait pas quoi dire ou a le sentiment qu'ils vont dire quelque chose qui est blessant, quelle autre façon est-ce qu'ils peuvent montrer un soutien? Alors, je veux prendre un pas de recul pour ça et de regarder pourquoi des fois on ne sait pas quoi dire. Et les proches aidants et les gens en général, lorsque ça vient à parler de choses difficiles comme le cancer ou n'importe quoi en fait, les gens ont peur de faire une erreur. Alors souvent il y a une hésitation, on se dépêche à dire quelque chose qui est souvent pas la bonne chose à dire, mais il y a vraiment une inquiétude. Les gens ont des expériences passées, ont appris que quand ils disent quelque chose, c'est comme arrêter ou c'est pas reçu de façon positive et ça les rend un peu craintifs. Alors c'est vraiment inconfortable. Surtout quand on parle de maladie, c'est pas quelque chose que les gens vont parler facilement. Et souvent, on veut pas faire de la peine aux gens qu'on aime. Alors la préoccupation de ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ça peut être très stressant. Si on ne sait pas quoi dire, pour répondre à la question en fait, c'est correct de dire juste ça, je ne sais pas quoi dire. Ou, oh, vous avez partagé quelque chose de tellement important, merci d'avoir partagé, mais j'aimerais prendre du temps pour y penser parce que je ne sais pas quoi dire maintenant. On peut aussi valider ce qu'on a entendu. Alors, je viens d'entendre que vous avez peur et je vous ai entendu dire que vous en avez trop. Merci d'avoir partagé, mais je ne sais pas quoi dire qui pourrait améliorer les choses, mais je suis ici pour vous écouter. OK, j'aime cette approche. Super. Aussi, souvent, les proches aidants ont peur que l'assistance médicale, le soutien, que c'est pas assez pour montrer aux gens qu'on les aime ou qu'on leur donne du soutien. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut montrer aux patients qu'on est là pour les soutenir? Je pense que souvent, on sous-estime l'intervention de juste être là, juste être présent, juste être dans le même espace. Pas nécessairement en train de courir partout puis de mettre des crochets dans des boîtes. Parce que je pense qu'il y a une conception que si on n'est pas en train de faire quelque chose, on n'aide pas. Et des fois, les patients, ils veulent que les choses ralentissent et de juste s'asseoir dans l'espace avec l'être cher, avec le membre de la famille. Euh,
Alors, c'est important, c'est juste de poser la question, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce qui peut être utile? J'ai eu un membre de famille un moment donné qui m'ont dit, ils aiment pas le terme proche aidant parce que ça enlève du rôle en tant qu'épouse. Alors, elle ne pouvait plus être l'épouse. Par défaut, elle faisait des choses, elle aidait. Et ça, c'est devenu un nouveau rôle, une nouvelle définition. Puis elle n'a pas apprécié ça. De la même façon que le patient a dit, j'ai pas besoin d'aide tout le temps. Vous n'êtes pas un aidant, juste être mon épouse. Alors, dans la question de comment est-ce qu'on montre du soutien, demandez. Puis reconnaissez que le soutien n'a pas besoin d'être de l'aide tout le temps. Des fois, le soutien, c'est juste être l'épouse. Puis des fois, on préfère ça que de constamment avoir à s'en faire, de prendre soin de moi. Oui, puis des fois, le silence et la présence est mieux que les mots. Des fois, oui, ça peut l'être définitivement. Alors, j'ai un époux, en fait, qui me demandait comment, ou me disait que les patients étaient très silencieux, n'aimaient pas parler, mais qu'avant, ils communiquaient souvent de leurs problèmes. Est-ce qu'il y a une raison d'être inquiet, ou c'est quoi les raisons pour ce silence-là, ou qu'est-ce que les proches aidants devraient faire? Ben, le silence revient à cette idée de créer un espace. Et peut-être, j'ai souvent remarqué que les proches aidants essayent de protéger les patients, puis les patients essayent de protéger les proches aidants parce qu'ils ne veulent pas discuter les choses difficiles et ils ont peur de faire mal ou d'être blessant ou de parler de quelque chose qui peut être très difficile. Puis je pense que s'il y avait une communication saine avant, ça peut être une bonne fondation. Alors, dire quelque chose comme on parlait de ça avant et je remarque que tu te retiens, mais de savoir que quand tu es prêt, je suis là. Alors, on parlait de tout avant, on doit parler de ça. Euh, il y a beaucoup de littérature qui mentionne que l'ouverture et l'évitement peuvent être des stratégies acceptables quand on parle de travailler avec les familles puis des patients en cancer. Parce qu'on partage quand même. Mais éviter, euh, peut-être c'est pas le bon mot, mais repousser ou le planifier différemment au lieu de dire éviter. Ça peut être en fait une stratégie correcte. C'est une question de timing. Faut poser la question. Faut comprendre c'est quoi le niveau. Euh, alors pour répondre à la question, est-ce qu'il faut être inquiet avec quelqu'un qui ne partage pas? Pas nécessairement. Peut-être ça va venir d'eux-mêmes. La clé, c'est de juste leur dire que vous allez être là quand ils vont être prêts. Oui, je pense que tellement de proches aidants présument que si on ne pense pas à nos émotions puis on n'en parle pas, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, alors merci beaucoup. Tellement de proches aidants me disent qu'ils ressentent de la culpabilité de ressentir des émotions négatives parce que c'est les proches qui ont le cancer. Avez-vous des conseils pour ça? Oui, c'est très normal. Alors, les proches aidants souvent mettent de côté leurs pensées, leurs ressentis et souvent les ignorent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ces émotions négatives-là parce qu'ils regardent leur expérience parallèle aux expériences des patients. Ben, si mon proche passe à travers ça, alors sûrement je suis capable de juste dealer avec. Et là, ils se sentent mal de ressentir des choses qui sont en fait tout à fait normales. Et quand on aime quelqu'un et ils ont mal, souvent on a mal nous-mêmes. Et souvent, la culpabilité, où vous avez mentionné cette culpabilité, c'est des sentiments normaux. C'est correct de leur mettre une étiquette et d'en parler. Et si vous avez une bonne communication, c'est une fondation. D'être capable de partager avec le patient, ça crée une réciprocité et une confiance parce que si on s'attend à ce que le patient partage avec toi, c'est souvent l'expérience que le proche aidant soit ouvert avec eux aussi. Alors, dans mon expérience, les proches aidants sont appréhensifs à dire aux proches qu'ils sont fâchés ou tristes envers eux parce qu'ils ne veulent pas leur faire plus de mal. Comment est-ce qu'un proche aidant communique efficacement que ils veulent pas faire de la peine aux gens avec le cancer? Je pense que si on reste avec des énoncés je versus tu fais ça.
tu me fâches. Mais c'est plus je suis fâché. Je suis blessé quand tu. Ou je suis fâché quand tu ne prends pas tes médicaments parce que je suis inquiet. Alors, quand c'est une perspective de je, vraiment, c'est très utile parce que ça veut dire que les patients ne sont pas défensifs. Aussitôt qu'on dit tu, puis on pointe un doigt, souvent les gens prennent ça personnellement. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une bonne stratégie, une bonne façon de parler des choses différemment. Ouais, ça fait du sens, ça, définitivement. Des fois, les proches aidants ont un burn-out ou ont besoin d'une pause. Comment est-ce que les proches aidants ouvrent la discussion avec un patient d'une façon qui cause pas de culpabilité ou qui blesse personne? Je pense que la première place, c'est de reconnaître le risque pour un burn-out. Alors, si on regarde la recherche, la littérature, les patients silencieux, ça, ce sont les proches aidants. Ce sont des vrais termes, le burn-out, le surchargement. Il faut être au courant de ça parce que si on ne peut pas prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Et je dirais souvent à un membre de famille, on ne peut pas avoir deux patients en même temps. On ne peut pas avoir quelqu'un en burn-out parce que si quelque chose arrive à toi, hein, et il n'y a personne pour s'occuper du patient, puis ça peut être très humiliant. Euh, alors, il faut le reconnaître. Alors, et quand on parle au patient, faut s'occuper de toi, mais j'ai peur que si je prends pas soin de moi, je pourrais pas te donner les soins à toi. Et souvent, ça résonne chez les patients parce que ils sont inquiets pour leur proche aidant. Alors, le proche aidant peut être honnête, transparent et souvent, les gens sont plus réceptifs comme ça. Alors, quelle sorte d'activité qu'est-ce que les proches aidants ou les patients peuvent faire pour améliorer la communication? Pratiquer la communication. Alors, certaines stratégies qu'on a discutées, on peut utiliser l'humour, le EAR. OK. Est-ce que je l'ai bien dit? Utiliser beaucoup d'humour fonctionne pour reconnaître que le silence crée de l'espace. Alors, juste des fois, s'asseoir en silence, ensemble, côte à côte, ou juste prendre du temps, faire des choses qui ne demandent pas de communication verbale. Alors, la présence, ça peut être aussi utile. Oui, super. Alors ça, c'est toutes les questions que j'avais. Je veux te remercier d'être avec nous aujourd'hui. Certains points clés que j'ai entendus, c'est l'importance d'approcher la communication avec empathie, compassion, curiosité. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter à ça? Non, alors je pense que la dernière chose que je dirais, c'est ce que j'appelle mes 3 W. Demander l'inquiétude ou poser la question. Des fois, les gens sont un peu pris. Ils peuvent utiliser. Alors, avoir un désir. Alors, j'espérerais que tu n'es pas si inquiet. Et là, ensuite, j'ai peur que je vais te faire mal en disant ça, mais je me demande si on pourrait en parler. Alors, Wish, Worry, Wonder, ça nous donne un cadre au proche aidant d'insérer nos pensées et nos sentiments d'une façon qui peut être soutenant et plus facile pour les patients. Oui, magnifique. Et si les proches aidants, les patients veulent communiquer avec toi, est-ce que vous prenez des clients maintenant ou est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous? Ils peuvent certainement m'envoyer un courriel et je peux faire mon mieux pour répondre. Je ne prends plus de nouveaux clients en ce moment, mais je suis toujours ouverte à discuter et répondre aux questions que les gens ont. OK, et je vais prendre votre courriel et le donner à n'importe qui a des questions. Si les gens ont des questions au sujet de ce qu'on a discuté aujourd'hui, s'il vous plaît, m'envoyer un courriel, support@cancercolorectalcanada.com et je vais m'assurer que vous ayez une réponse à vos questions. Merci à tous ceux qui ont écouté. On espère vous voir au prochain Parlons des Papotins.